l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Le baromètre So Wine Dynata 2026 nous l'a montré, le vin reste la boisson alcoolisée préférée des Français cette année, conservant sa première place d'une courte tête devant la bière. Alors, que peut-on dire du rapport des Français au vin cette année ? Quelles ont été les habitudes de consommation des Français ? Et qu'en est-il de leurs critères d'achat ? Aujourd'hui, poursuivons notre série spéciale baromètre So Wine Dynata 2026 pour un focus sur le vin et les Français avec Sylvain Dadé. Sylvain, aujourd'hui on s'intéresse un peu plus précisément aux enseignements de ce baromètre So Wine Dynata 2026 en termes de vin. Comment déjà a évolué l'intérêt des Français pour le vin cette année ? Alors l'intérêt des Français pour le vin, il baisse légèrement cette année. Donc il y a 46% des Français qui déclarent porter un intérêt envers le vin. Donc ça c'est en général, tout Français confondu. Si on s'intéresse maintenant aux Français qui se déclarent consommateurs de vin, là l'intérêt est plus élevé. On a 57% du coup des consommateurs de vin qui se déclarent intéressés par le vin. Et là, pour le coup, ce chiffre est stable. Si on s'intéresse maintenant à la consommation, on passe de l'intérêt à la consommation, on a cette année 77% des Français qui déclarent avoir déjà consommé du vin au moins une fois dans l'année écoulée. Et ça, c'est un chiffre qui baisse de 3 points. Donc on a un intérêt qui décline légèrement, en tout cas en général pour les Français, et une consommation qui décline aussi, un peu plus fortement de 3 points, tout confondu. Donc ça vient quand même remettre un petit peu en perspective, effectivement, le fait que le vin demeure la boisson alcoolisée préférée des Français, puisqu'en fait, il faut quand même retraiter de façon déclarative, c'est ce que je préfère, mais ensuite, dans la réalité, comment est-ce que ça se transforme véritablement en intérêt, en acte d'achat ? Bon, sachant qu'on a quand même un recul de 6 points pour le vin en général, en tant que boisson alcoolisée préférée des Français. Donc on voit qu'il y a un petit effet quand même de contraction et que les modes de consommation et l'approche du vin de façon générale continuent d'évoluer. Et si on fait un focus sur les Français qui sont effectivement consommateurs de vin, quelle couleur emporte leur préférence ? Alors, cette année, de nouveau, parmi les consommateurs de vin, c'est la couleur blanc, le vin blanc, 91%, qui continue de dominer le podium, devant le champagne à 87% et le rosé à 85%. Sachant que ces trois catégories couleurs, blanc, champagne, rosé, sont stables en 2026 par rapport à 2025. Et elles restent donc les catégories de vins privilégiées par les Français. Le rouge, qui est donc en 4e position, recule légèrement, donc à 83%, moins 1 point. Donc le rouge continue de décroître un petit peu. Tandis que le vin orange, lui, continue de progresser et poursuit sa progression à 27% cette année, plus 1 point. Et à quelle fréquence les Français consomment-ils du vin ? En fait, quand on leur pose la question des couleurs préférées, on la pose de telle manière à ce qu'ils puissent s'exprimer sur ce choix de couleurs ou de catégories en lien à la fréquence de consommation. Donc c'est quelque chose qu'on examine. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est que le vin rouge, c'est la couleur qui rassemble le plus de consommateurs réguliers. Quand on retraite du coup la fréquence. Et on arrive du coup à 30% donc, de consommateurs de vin qui déclarent consommer du vin rouge une à plusieurs fois par semaine, contre 22% pour le blanc et 18% pour le rosé. Donc il y a quand même des aficionados de vin rouge. On a plus de consommateurs réguliers. Et pour les plus occasionnels, si on retraite du coup pour le vin rouge, on en a 31% qui déclarent consommer du vin rouge quelques fois par mois. On en a 37% pour le vin blanc et on en a 31% pour le vin rosé. Donc on voit en fait que si on fait la somme en fait, pour le rouge on était à 61%, pour le blanc on est à 59% et pour le rosé on est à 55%. Donc on voit en fait que quand on additionne les une à plusieurs fois par semaine avec les quelques fois par mois,
on consolide quand même une base qui favorise du coup le rouge devant le blanc, et ensuite vient le rosé. Ce qui fait qu'il y a une part occasionnelle, c'est quelques fois par an, qui viennent compléter en fait le pourcentage, et qui font qu'on a une pénétration plus forte du blanc globalement, mais avec une part d'occasionnel qui est plus importante. Et quelle a été la dynamique des vins effervescents cette année ? Alors les vins effervescents cette année témoignent en fait d'une bonne santé. Ils affichent une forte dynamique déjà sur le long terme, puisqu'on a 82% des Français qui déclarent, des Français consommateurs de vin qui déclarent consommer des vins effervescents. Donc 82%, c'est quand même un chiffre assez élevé. Il faut le comparer du coup avec le chiffre de 2015, on était à 67%. Donc ça fait quand même une progression assez notable, on va dire, sur le long terme. Et quand on retraite, puisque cette année on a choisi de retraiter en fait dans vins effervescents, quelle est la part de consommation des vins français, des vins effervescents français versus les vins effervescents étrangers, eh bien on a 79% effervescents français et 62% effervescents étrangers. Donc ça, je suis pas capable là d'évaluer les progressions. C'est des choses qu'on examinera l'année prochaine. Mais on voit qu'il y a du coup une préférence quand même assez sensible pour les effervescents français devant les effervescents étrangers. On pense au premier lieu au cava et au prosecco, bien sûr. Et quelles sont les motivations des Français à boire du vin ? Alors la première motivation des Français pour consommer du vin, c'est le goût. Le goût à 41% qui progresse de 2 points devant l'item qui est donc le fait que le vin accompagne parfaitement un repas, qui est à 38% cette année, mais qui perd 7 points. C'est-à-dire que le goût, du coup, devient le premier critère, le premier élément de motivation dans la consommation du vin. Et ensuite, à 38%, quasi ex aequo avec accompagne parfaitement un repas, c'est la convivialité qui perd 2 points. Du coup, c'est assez intéressant en fait de relever que dans ce contexte un petit peu particulier sur une forme de déconsommation du vin et d'un intérêt qui a tendance à reculer, en tout cas pour ceux qui le consomment, la motivation, au premier chef, c'est le goût et pas le rituel, au sens de, oui, donc il y a un repas, donc on prend du vin. Donc ça témoigne quand même, je trouve, d'une forme d'intérêt sincère et spontané du coup des Français sur le vin et sur un item qui est du coup quand même essentiel pour des boissons, c'est le goût. Donc ça c'est un point je trouve assez notable cette année des enseignements du baromètre. Et comme cette année on voulait en fait pouvoir encore mieux comprendre, analyser, décrypter ce que sont ces leviers de motivation à consommer du vin, et dans un des aspects qui sont peut-être un peu moins liés au rituel ou au fonctionnel, on a proposé du coup aux consommateurs de vin de se positionner sur des différentes affirmations en lien à ces motivations, ce qui nous permet en fait de façon retraitée à créer des tribus, en fait des familles de consommateurs dans leur rapport au vin. Et ce qui est très intéressant, et en lien quand même au sujet de la convivialité, c'est que le premier groupe, en fait, la première famille de consommateurs de vin, qu'on a appelé les sociaux, à 26%, c'est des consommateurs qui déclarent consommer, boire du vin occasionnellement. Donc là, ça renvoie à ce qu'on a déjà dit sur le fait que l'acte de consommation, c'est occasionnel. Et donc pour célébrer ou pour passer un bon moment avec mes proches. Donc on voit qu'on a cette famille en fait qui du coup associe assez directement la consommation de vin, certes de façon occasionnelle, avec les bons moments et avec une certaine intimité, mes proches, donc la famille, les amis. Et ça c'est 26%, donc c'est une population, c'est une tribu quand même assez importante. Ensuite derrière, on a une tribu qu'on a appelée les traditionnels à 19%, qui renvoie en fait plutôt en fait à, on va dire, aux régulars, aux habituels, en fait, de consommateurs investis dans la catégorie vin. Et eux, ils nous répondent, ils nous disent, je choisis des vins et des appellations connues qui sont des valeurs sûres. Donc là, en fait, c'est assez traditionnel. L'acte d'achat, le moment de consommation, il est guidé par un peu en autoguidage sur des choses qui sont déjà connues, qui sont rassurantes et qui, a priori, sont perçues comme des valeurs sûres. Donc soit des appellations qu'ils connaissent, soit des marques qu'ils connaissent.
et probablement pas du coup des groupements qui va être très innovateur ou aventurier dans ses choix de vin. Et ça représente quand même 19% des consommateurs de vin. Ensuite, on a justement les plus curieux, on a appelé ça les découvreurs, mais ça pèse 16%. 16% qui disent et qui déclarent aimer tester de nouvelles bouteilles et explorer différents styles et régions. Donc là, on a du coup un petit peu à l'inverse des traditionnels, vraiment des gens qui sont dans une posture qui est de dire en fait, je prends du plaisir en fait dans ma découverte de vin, à explorer de nouvelles choses, à découvrir de nouveaux styles et de nouvelles régions. Et donc ça pèse quand même 16%, c'est assez important. Ensuite, on a du coup une tribu qui, elle, est plutôt sur la praticité, l'accessibilité, à 13%, et qui déclare choisir des vins faciles à trouver et à déguster sans trop se compliquer la vie. Donc là, on voit que c'est des gens qui sont nécessairement très attentifs. En tout cas, ce qu'ils vont chercher, c'est l'accès simple, la praticité et surtout la disponibilité, qui est un des leviers en fait de choix. Donc à 13% pour cette tribu des accessibles. Et ensuite, on a 3 petits groupes en dessous de 10% qui, eux, sont teintés un peu plus de contexte. Et le premier, à 9%, on les appelait les festifs. Ils nous disent, peu importe la bouteille, ce qui compte pour moi, c'est le plaisir, la détente et le moment. Donc on voit que là, l'association au vin, en fait, finalement, il est assez indifférenciable, peu importe la bouteille. Ce qui compte véritablement, c'est, et ça renvoie du coup au premier groupe des sociaux, à un moment vraiment très très associé au plaisir, à la détente et à un contexte qui peut être un peu plus festif. Ensuite, à 9%, on a un groupe qu'on a appelé prestige, où là, de façon un peu plus statutaire, la réponse est « Je choisis des marques reconnues ou prestigieuses pour le plaisir de partager le meilleur avec mon entourage et d'affirmer mes goûts. » Donc là, on voit qu'il y a une posture qui à la fois reste sociale, reste conviviale, puisque c'est partager le meilleur avec mon entourage, c'est pas une consommation solo, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'affirmation de soi, puisqu'en fait, c'est quand même des marques prestigieuses, reconnues, et que du coup, le consommateur, là, l'acheteur, cherche à affirmer ses goûts, donc à démontrer en fait qu'il s'y connaît, qu'il a les moyens, enfin quelque chose d'un peu statutaire aussi dans le geste. Et enfin, le dernier groupe à 8%, on a appelé ça les experts. Eux, ils nous disent rechercher des vins fins, rares ou prestigieux, donc on retrouve quand même cette dimension prestige, et où le terroir, les cépages, le savoir-faire derrière chaque bouteille les passionne. Donc là, on voit que le prestige est un peu moins en fait le levier, même si ça s'associe quand même à l'acte d'achat, avec un effet un peu de rareté, des vins en fait qu'on a peut-être du mal un peu à trouver. Et ça renvoie en fait dans le rapport des Français au vin à la part des amateurs de vin qui se déclarent vraiment experts. Ils sont moins nombreux puisqu'on est à 4%. Là, on a 8% dans ce groupe. Mais il y a quand même une part effectivement des consommateurs de vin qui sont assez pointus, voire assez geeks finalement, et qui sont ultra passionnés et qui du coup probablement vont faire des choix liés à des goûts de région, mais aussi continuer à essayer de collectionner ou à découvrir en fait des vins qui renvoient en fait à leur passion pour le produit. Donc intéressant de relever et du coup de venir nourrir dans notre analyse sur les leviers de motivation, comment finalement se décompose en famille, en tribu, et idéalement en fait pour les marques, quand on élabore en fait une réflexion du coup marketing, probablement très intéressant d'essayer de se projeter assez directement sur le type de consommateur et finalement le type de famille auquel on va vouloir s'adresser prioritairement dans une logique de marketing de la demande et pas simplement de marketing de l'offre. Et si on repart un peu sur les moments de consommation, est-ce qu'on peut associer des couleurs à des moments ? Oui, absolument. Les moments de consommation, repas, apéritifs, sont relativement assez directement teintés par les couleurs qui les dominent. On s'étonnera pas en fait de retrouver le vin rouge comme la couleur la plus associée au repas, à 75%. Et ça progresse encore cette année de plus 1 point. Donc le vin rouge trust vraiment très très largement ce moment des repas. Là où les blancs
Les rosés et les effervescents sont un petit peu plus, du coup, eux, sur le moment apéritif, qui reste un moment, évidemment, dans la consommation du vin très, très important. En l'espèce, les blancs progressent sur ce temps fort de l'apéritif à 36%, plus 3 points, là où les rosés, juste derrière à 30%, perdent 1 point, du coup, sur ce moment apéritif. Sur le moment des soirées, avec sa dimension un petit peu plus festive, ça c'est le champagne qui arrive assez logiquement en tête, majoritairement dégusté donc lors des soirées à 46%, qui est un pourcentage qui bouge pas, qui est stable par rapport à l'an dernier. Et je parlais du coup des effervescents. Les effervescents, eux, sont un petit peu plus du coup apéritifs. Et ils sont au niveau du classement à 41%, plus 1 point sur le moment apéritif. Donc repas apéritif, on parle des moments, ou soirée, on parle des moments de consommation. Et si on se pose la question du contexte avec qui, notamment le vin est consommé, on retrouve bien sûr les contextes sociaux avec les proches, on en a déjà parlé. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette année, la consommation de vin entre amis, elle progresse sur toutes les couleurs. Tant pour le rosé à 41% plus 1 point, que le blanc à 39% plus 4 points, et au rouge à 25% plus 4 points. Voilà, comme si en fait, finalement, ce moment particulier de lien amical et la relation à l'autre avec des amis était un moment encore plus favorable, en fait, finalement, à la consommation du vin. Et où les Français consomment-ils du vin ? Alors pour les Français, concernant le vin, on a une consommation qui est aujourd'hui majoritairement au restaurant à 84%, qui passe du coup devant la sphère privée à 82%. Les bars et cafés à 37%. Et puis un peu plus loin derrière, on a les fêtes régionales qui arrivent à 25%, au coude à coude avec chez les vignerons à 23%. Donc intéressant en fait de relever, en tout cas le CHR, la consommation au restaurant cette année qui pas de grand chose, mais qui passe devant en fait la sphère privée. Donc une association, je dirais encore plus commune et naturelle entre le vin et le moment de conso au restaurant. Donc dans les cafés, hôtels et restaurants, comment les Français choisissent-ils le vin qu'ils vont consommer ? Alors les critères de choix d'un vin en CHR, c'est à 41% le prix. Donc ça reste quand même le prix, évidemment, qui... Je dis évidemment parce qu'effectivement, ça structure quand même évidemment l'acte d'achat, donc le prix. Ensuite, c'est la région à 32% et assez directement à 28% les accords mets et vins. C'est naturel. Enfin, dans le CHR, si on traite la partie restaurant, on va quand même évidemment se poser la question de la capacité du vin sélectionné à s'accorder avec le mets. 27% la recommandation du sommelier. Donc là, c'est le conseil du professionnel. 24% les cépages, le choix du cépage. Et puis 23% curiosité découverte, enfin finalement quelque chose qui est plus lié à la tribu des curieux. Et en CHR, les Français choisissent-ils plutôt de consommer le vin au verre ou à la bouteille ? Alors on leur a posé la question cette année, c'est une question nouvelle, ça nous intéressait en fait de comprendre et d'analyser du coup l'intérêt, l'attrait potentiel, enfin en tout cas qui s'avère, les chiffres le démontrent, pour la consommation du vin au verre en CHR. On a 85% des consommateurs qui déclarent choisir du vin au verre au restaurant. Donc c'est quand même un chiffre assez important. Et si on retraite ça en fréquence, c'est 45% tout le temps ou souvent, donc vraiment quelque chose de l'ordre un peu du réflexe, et 40% parfois. Donc ça, c'est quand même un chiffre assez fort là aussi du baromètre cette année. Et c'est un chiffre qui progresse encore plus chez les plus jeunes, puisqu'on a 88% de la classe d'âge des 18-25 ans qui déclarent consommer du vin en verre, et 91% chez les 26-35 ans, contre 85% en moyenne. Donc on voit que les 18-35 ans sont encore plus en fait adeptes de vin au verre, ce qui est finalement la preuve que ces jeunes générations évoluent sur une consommation
plus individualiste aussi, hein, qui renvoie au contexte, au restaurant où chacun choisit sa boisson, et on est peut-être un peu moins, comme on l'était avant, à naturellement prendre une bouteille, à se la partager parce que les goûts ont évolué et puis on peut se retrouver à table avec une personne qui prend de la bière, une personne qui prend du vin, une personne qui prend un cocktail, etc. Donc il est assez probable que ces chiffres de la consommation du vin en verre tiennent aussi à ces nouvelles habitudes et à ces nouveaux modes de socialisation, en particulier chez les plus jeunes. Et est-ce que vous savez pourquoi les gens qui font le choix de prendre un vin au verre le font? Oui, on leur a posé la question spécifiquement sur les motivations et sur les raisons. Le premier, en fait, c'est un élément lié à une forme de modération, puisque c'est à 44% pour ne boire qu'un seul verre. Donc modération à la fois dans la quantité et puis peut-être lié aussi au budget et au prix, hein. D'avoir un budget limité et donc qui finance qu'un seul verre. À 35%, c'est le meilleur accord avec le plat. Donc on retrouve assez logiquement dans l'ancrage CHR le lien à la gastronomie, la cuisine et la food. Et à 26%, c'est seule personne à boire du vin. Donc ça renvoie à cette idée qu'en partie, on se retrouve un peu plus dans des groupes où on a des habitudes de consommation qui sont variées. En tout cas, le vin en verre en CHR permet du coup à celui qui veut boire du vin, qui est le seul à vouloir en boire, de pouvoir se faire plaisir. Donc on a parlé des consommateurs. Qu'est-ce que vous avez découvert cette année de l'achat de vin chez les Français? Alors, on avait 77% de consommateurs, hein, moins 3 points. Sur l'acheteur, on a 81% des Français qui déclarent avoir acheté du vin. Ce qui est assez logique, hein, puisqu'on achète du vin pas nécessairement pour en consommer soi-même, mais dans le cadre d'une réception, d'une soirée, pour amener à des amis ou quand on reçoit. Donc on a un peu plus de déclarants acheteurs, donc à 81%. Et ça baisse de 1 point par rapport à 2025 et de 4 points par rapport à 2024. Donc on est dans une petite régression, mais moins forte que ce qu'on avait connu en 2024. En revanche, quand on retraite ça du point de vue de la régularité, la part des acheteurs occasionnels progresse à 37%, plus 2 points. Donc on a un petit peu moins d'acheteurs et un peu plus d'acheteurs occasionnels. Et où les Français achètent-ils leurs bouteilles de vin? Alors la grande distribution reste le principal lieu d'achat, enfin celui qui est le plus privilégié dans la déclaration des Français à 84%. Et ça progresse de 1 point par rapport à 2025. Donc la grande distribution truste voilà, de nouveau le classement, mais c'est intéressant de noter, et c'est aussi un enseignement particulièrement notable et intéressant du baromètre cette année, que le caviste progresse nettement, vraiment nettement cette année, donc à 44%. On est quand même assez loin des 84% en grande distribution, mais ça progresse de 6 points cette année. Donc intéressant de voir la bonne dynamique, en tout cas de l'achat chez le caviste. Et sous quels critères choisissent-ils les bouteilles qu'ils vont acheter? Alors si on exclut, dans la question, on leur propose d'exclure le critère de prix et de couleur, de dire ok, prix colère, mais ensuite, quels sont vraiment les éléments que vous regardez prioritairement au moment de l'achat pour vous décider? Et là, du coup, le premier item, la première réponse, à 67%, c'est le nom de l'appellation. Donc ça, on sait bien en fait à quel point les AOC, IGP structurent quand même en fait le rayon, malgré la bonne dynamique des vins de France, et que ça reste du coup, du fait de l'importance de certaines AOP, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, un marqueur et un traceur de l'achat qui remonte assez haut. Donc 67% nom de l'appellation. Ensuite, à 55%, c'est dans le cadre de cette appellation, de cette région, directement le nom du domaine, le nom du vigneron, le nom de la marque, qui arrive du coup directement en deuxième. Et je pense que c'est un couple assez synergique, appellation slash marque ensemble. En troisième position, on a la description du goût. Donc ça, c'est intéressant de relever que quand on parle de contre-étiquette et qu'on se dit qu'est-ce qu'on peut voir raconter sur cette contre-étiquette, le fait en fait d'amener une forme de projection sur ce que sera la perception en bouche, le goût, on en parlait tout à l'heure, comme marqueur et comme
élément qui peut concourir à la décision d'achat. En tout cas, c'est quelque chose qui remonte assez haut à 48%, devant le cépage ou le millésime à 47%. Et comment les Français s'informent-ils avant d'acheter ? Alors les Français se renseignent par différentes voies. Ce qu'on relève, et ça c'est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a 70% des Français qui estiment important de se renseigner avant d'acheter le vin, donc qui prouve bien que c'est pas un acte léger. Enfin, il reste compliqué et souvent il demande d'être assisté. Et du reste, les deux premières sources d'information, c'est l'entourage à 46% et les professionnels à 44%. Donc professionnel, c'est tant le sommelier que le caviste. Donc on parle finalement ici de sources d'information humaines et directes. Enfin, je parle avec mon entourage, avec des gens dans ma famille ou des amis qui se connaissent bien en vin et qui sont susceptibles en fait de me conseiller, ou je parle avec mon caviste, ou je parle avec le sommelier dans mon restaurant. En revanche, ce qu'on relève, même si ce sont des sources d'informations qui sont un peu plus loin en termes de pourcentage absolu, qu'on a une très bonne progression d'un certain nombre de sources, et c'est des sources qu'on n'avait pas vu progresser déjà depuis quelques années, donc bon point pour elles. Plus 4 points les guides spécialisés, donc intéressant de voir cette dynamique. Plus 6 points la presse écrite, et plus 4 points les réseaux sociaux. De là à dire qu'en fait, globalement, on a accès à un peu plus de sources d'informations et qu'en fait, on vient conforter son choix potentiellement de façon éclairée en consommant un peu plus de médias / de sources d'informations, c'est ce que les chiffres laissent entendre. Et cette année, vous avez fait un focus sur les clubs de vin. Est-ce que tu peux me raconter ce que vous avez découvert sur le sujet ? Oui, absolument. En fait, on a analysé un point qu'on traitait déjà depuis l'an dernier, sont du coup les événements liés au vin. Le fait que les Français, du coup, dans leur appétence potentielle au vin, puissent ou non en fait s'inscrire dans des événements qui sont spécifiquement liés au vin. Et ça, on voit en fait qu'au global, cette année, l'attrait pour les événements liés au vin progresse à 56%, plus 2 points. Donc des Français qui déclarent avoir participé à au moins une dégustation, une visite de cave ou un salon des vins au cours de l'année. Donc on voit que le vin, c'est un sujet à vivre, et que du coup, quand on leur donne l'occasion d'expérimenter, de vivre un moment un peu expérientiel autour du vin, ça c'est quelque chose qui intéresse et qui a plutôt tendance à progresser. Et parmi en fait ce rapport expérientiel, il y a effectivement les clubs de vin. Et ça nous intéressait en fait de voir précisément comment ce sujet fait ou pas vibrer les Français, les amateurs de vin. Et là, on arrive en fait à un chiffre qui est quand même assez élevé. Ça nous a en partie surpris. C'est un chiffre qui est assez intéressant, puisque 27% des consommateurs de vin, donc on parle là des consommateurs de vin, déclarent faire partie d'un club de vin au sens large. Ça fait presque 1 sur 3. Alors quand on dit au sens large, c'est le sens de la question qu'on leur posait, hein, c'est via une entreprise, une association, un cercle privé, une grande école, une confrérie ou un domaine viticole. Donc c'est vrai que c'est l'appréciation de l'appartenance à un club qui est quand même très 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 large, ce qui explique donc sans doute le chiffre, mais on a quand même dans ce contexte-là 27% des consommateurs de vin qui déclarent faire partie d'un club de vin. Et quand on regarde du coup le socio-démo, enfin en termes de classe d'âge notamment, on voit que la participation au club de vin, peut-être contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle décroît avec l'âge. C'est-à-dire la tranche des 18-25 ans est la tranche la plus représentée, à 43%, donc 43% pour les 18-25 ans contre 27% en moyenne. Là, on a seulement 10% chez les 50-65 ans. Donc c'est, je dirais, en partie un élément, je dirais, d'encouragement sur l'avenir, de voir que ce moment assez expérientiel, qui est aussi un moment de découverte, d'éducation, d'accès en fait à de la connaissance sur le vin, c'est quelque chose qui est relativement couru par les jeunes, et probablement dans un format assez ludique, assez convivial en fait de découverte du vin.
Et quand on s'intéresse du coup aux motivations des membres de ces clubs, pourquoi est-ce qu'ils s'inscrivent du coup à cette et participent à ces clubs de vin? Pour 40% des membres, c'est parce que les clubs donnent accès à des références qu'ils pourraient pas déguster ailleurs. Donc est-ce que c'est parce qu'elles sont rares? Est-ce qu'elles sont difficiles à trouver? Voilà, on sait pas, mais ça fait partie des leviers de motivation. Accéder à des références qu'on va pas forcément facilement trouver. Les autres motivations ensuite, à 28%, c'est le fait de pouvoir profiter de prix intéressants. Et c'est vrai que si on est dans une logique de club où on peut faire des achats groupés, accéder en fait à des bons prix, du coup c'est un point intéressant. À 19%, on en parlait, c'est le fait de pouvoir approfondir les connaissances. Et ensuite, le dernier item à 14%, c'est par sociabilité, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. Donc le club de vin, un petit peu comme un moteur social finalement pour rencontrer de nouvelles personnes et échanger avec elles. Du coup, selon toi, Sylvain, qu'est-ce qu'on peut retenir des enseignements de cette année du rapport des Français au vin? Alors, ce qu'on peut retenir, je pense, c'est que le vin, en fait, il est vraiment en prise avec l'évolution de la société, l'évolution des modes de consommation, l'évolution des modes de sociabilité, qu'il y a des points qui sont positifs, qui sont encourageants, et qu'il faut travailler dessus. Le vin au verre est un bon élément. Comment est-ce qu'en fait, globalement, les opérateurs peuvent favoriser et encore renforcer en fait l'accès de vin au verre sont des points qui sont de nature à dynamiser la consommation. Il y a des centres d'intérêt qui sont manifestés dans le cadre de ces tribus qui, je pense, doivent permettre en fait de se poser là aussi des bonnes questions pour pouvoir adresser in fine ces consommateurs avec le bon message, la bonne approche et sur le bon canal. Donc des éléments en fait, je pense qui sont assez instructifs, assez encourageants, la capacité qu'on a, et y compris chez les jeunes générations, à leur faire prendre le train du vin et en faire des consommateurs peut-être plus avertis, peut-être un peu moins réguliers, mais en tout cas assez investis dans la catégorie vin. En revanche, c'est sûr qu'il y a quand même quelques points d'inquiétude. Il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt. On a quand même un certain nombre de chiffres, du coup, sur la part de consommateurs, la part d'acheteurs, la part d'intérêt qui sont plutôt à la baisse. Donc ça interroge en fait globalement la filière. Il faut se relever les manches, travailler sur nos forces et puis examiner les points de douleur pour pouvoir faire avancer le sujet. Ce que révèle ce baromètre, c'est une évolution des usages. Le vin au verre progresse, le caviste regagne du terrain. Les événements et clubs de dégustation attirent de plus en plus, y compris les jeunes. Les Français boivent alors leur vin plus consciemment, avec plus de curiosité, en le sélectionnant attentivement et de plus en plus grâce aux conseils avisés de leurs cavistes. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances du monde du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur votre application de podcast préférée. Un épisode écrit et produit par l'agence So Wine.